J'ai 21 ans et je lis depuis que j'ai 3-4 ans. Je suis étudiant en Master 2 en lettres et j'écris et je lis. Je lis et j'écris dans ce sens-là. Je lis tout le temps, je lis de tout. Je lis particulièrement Julien Gracq et Blaise Cendrars qui sont mes deux grands hommes, mais j'aime beaucoup aussi Yourcenar, j'aime beaucoup aussi, tout à l'heure je te disais ces deux-là. Récemment j'ai lu ça qui est très très bien. J'ai lu Paris au XXe siècle qui est très très bien. J'ai lu Histoire naturelle de Jules Renard qui est excellentissime, qui est magnifique, qui est plus beau que les Fables de La Fontaine à mon sens. Et ça fait pas mal. Après il y a Dostoïevski, il y a, tout à l'heure je te disais Pagnol, j'aime beaucoup Pagnol. Michaud, tout ça. C'est un auteur magnifique car il est extrêmement libre. C'est un auteur magnifique car il s'est créé une légende d'homme qui n'était pas littéraire et qui prenait un peu les choses à la légère, alors qu'en réalité c'était, je pense, un des plus grands poètes et un des plus grands romanciers de son siècle, avant le nouveau roman, avant plein de choses. Et on le connaît un peu pour sa vie de voyage, pour le côté justement bourlingueur dont je parlerai après. Alors qu'en réalité, c'est un écrivain qui a passé une grosse majorité de sa vie, bon, il a beaucoup voyagé bien sûr, mais il a passé une grosse majorité de sa vie à travailler en fait, dans ce qu'il appelait sa cuisine d'écriture, à Aix, à Saint-Segon, un peu partout. Quand on lit ses correspondances, notamment, il y en a une qui est pas mal, celle-ci. Voilà. Si vous lisez ça, dedans il y a des phrases sublimes sur l'écriture, sur la vie littéraire, sur tout. Enfin, c'est vraiment un maître pour moi parce que c'est quelqu'un qui a une personnalité très forte et qui en même temps est capable d'une contemplation extrêmement active. Donc il observe les choses avec... Voilà. C'est très beau, c'est un très bel auteur, j'aime beaucoup Blaise Cendrars. J'ai longtemps hésité, mais je dirais Bourlinguer de Blaise Cendrars, qui n'est pas le mien, que je viens d'aller acheter parce que le mien je l'ai offert à trop de gens. Voilà, donc il me reste plus que la Pléiade, et c'est pas bien la Pléiade, c'est pas bien. Bourlinguer de Blaise Cendrars, qui est dans le tome 2 des œuvres autobiographiques complètes, ce qui est une belle blague parce que c'est pas vraiment une œuvre... Enfin, c'est des mémoires, ça fait partie de son cycle de mémoires, mais je pense pas que l'approcher comme une œuvre autobiographique lui rende vraiment sa puissance et sa gloire. Le résumé. Non, c'est impossible. C'est impossible. Alors, c'est 11 chapitres. Voilà, on va faire une approche formelle. C'est 11 chapitres dans lesquels il est question de 11 ports. En fait, chaque chapitre est une sorte de carte postale de la vie et des souvenirs de Blaise Cendrars dans l'endroit où il est allé. Le meilleur exemple pour définir ça, c'est qu'en fait, une des premières éditions de Bourlinguer, qui était à l'époque une belle édition que je n'ai plus parce que j'ai donné aussi, était une édition reliée où c'était comme un passeport, tu sais, c'était les collections au Club français du livre. Et en gros, ici, c'était marqué Passeport République française. Et quand tu ouvrais, par exemple, Bordeaux, et ben, le premier chapitre, tu avais un visa avec une carte postale de Bordeaux. Et ainsi de suite. Il y a 11 ports, dans lesquels il revient sur son expérience de vie, sur son enfance. En fait, la première partie du livre, c'est sur un peu ce que j'ai appelé les points chauds de la vie de Blaise Cendrars. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est plutôt les ports du sud, genre Italie, Espagne, tout ça, qui sont les ports liés à son enfance, et une partie qui sont les ports du nord, genre Hambourg, Anvers, Rotterdam, Brest, qui sont les souvenirs de guerre, parce que Blaise Cendrars a été correspondant de guerre, il a été légionnaire, voilà. Donc il y a toute une partie de sa vie qui est orientée vers la guerre, même s'il n'est pas très... je dirais pas qu'il est pro-militaire, enfin en tout cas il a été combattant. Donc il y a une autre partie qui est sur ses souvenirs de guerre et ses fuites à travers la Belgique bombardée, etc. en voiture. Il faut savoir qu'il avait qu'un bras en plus. Ce qui est drôle parce qu'il conduisait très très vite en voiture. Il a perdu son bras droit, sa main droite très exactement, à la Première Guerre mondiale, dans une bataille où il s'était enrôlé comme légionnaire, et ce qui lui a valu d'ailleurs d'être naturalisé français après. Et de s'appeler Blaise Cendrars, ce qui s'appelle pas du tout Blaise Cendrars en vrai. Ça aussi, ça fait partie de la légende du grand homme qui s'est forgé. En réalité, il s'appelle Frédéric Louis Sausseur. Il est né en Suisse, en 1887, à La Chaux-de-Fonds. Et si tu vas un jour à La Chaux-de-Fonds, c'est misérable, c'est très très moche. Enfin, désolé pour les Suisses, mais voilà, la Suisse, je partage le goût de Blaise Cendrars pour la Suisse, qui est en fait un dégoût de la Suisse total. Alors pourquoi c'est mon livre marquant ? Parce que pour la première fois dans ma vie, j'ai rencontré un livre dans lequel il n'était pas forcément besoin de choisir entre la littérature et la vie d'action. Parce que pour la première fois dans ma vie, j'ai rencontré un livre où c'était une littérature avec du muscle, une littérature
Là, je vais utiliser la phrase de Gracq, mais c'était une littérature qui n'était pas une littérature monument, c'est-à-dire que c'était une littérature qui n'essayait pas de se mettre en accord avec les codes et les permis de construire de son époque. Et c'est un texte qui est extrêmement touchant, parce qu'il contient des années et des années d'observations, de souvenirs, d'anecdotes qui sont condensées, résumées, et qui paraissent presque jetés comme ça sur le papier, et qui en réalité sont le fruit d'une construction et d'un rayonnement qui est, quand on commence à s'y intéresser de très près, ou même quand on le lit intuitivement, on se rend compte que c'est un texte qui est extrêmement beau et extrêmement bien construit, et que c'est une claque littéraire, parce qu'il y a des centaines de choses dont on se souvient toute sa vie, et d'où on repense partout tellement le texte est riche. Alors l'édition de poche, je crois qu'elle contient 497 pages, un truc comme ça. Ah non, un peu plus. Bon, avec les notes, on va dire 500 pages. En 500 pages, c'est un livre qui change ta vie. Que, avant de lire Bourlinguet, peut-être que les gens connaissent Sandrars poète. En fait, il y a un Sandrars à deux mains, si on peut dire. Sandrars avant qu'il se fasse amputer. Qui est un Sandrars poète. Et après, il passera au roman. Alors, avec toute la spécificité qu'il donnera au roman, parce que c'est un roman qui est à cheval entre l'autobiographie, le nouveau roman, il y a même des contes avec L'Or, qui est un magnifique texte, qui est extrêmement épuré. Et qui est vraiment un très très beau texte, une sorte de l'histoire de Johann August Sutter. C'est une sorte de ruée vers l'or, un peu... Enfin, c'est pas la ruée vers l'or ancienne, c'est une ruée vers l'or plus moderne, mais qui est formidable, avec toute une histoire du capitalisme aux États-Unis qui est géniale. Qui est un très beau texte, qui se lit extrêmement facilement, qu'on lit souvent... Enfin, qui se lit extrêmement facilement, mais qui se relit, et on se rend compte que c'est un très beau texte, qui est souvent donné au collège, je pense. Maintenant, au collège ou au lycée, on lirait peut-être J'ai saigné. Là, récemment, j'ai vu qu'il disait J'ai saigné, qui est une partie je crois, de La main coupée, si je dis pas de bêtises, dans lequel Sandrars raconte en fait son amputation, l'expérience. Voilà. Donc c'est un texte qui est souvent donné sur les traumatismes de la guerre, tout ça, et la littérature comme défense de soi. Les poésies qu'on connaît de Blaise Sandrars sont... La première, c'est les Pâques à New York, qui a un côté un peu... C'est un côté... En fait, il faut savoir que Blaise Sandrars était très proche de la patristique, était très proche de l'étude culturelle de la religion, presque de la théologie plus que de la foi en elle-même, parce qu'il est pas forcément croyant, mais il s'intéresse à l'invariant culturel qu'il y a dans la religion. Et il a écrit ce texte alors qu'il était miséreux, qu'il arrive à New York, qu'il avait ni à manger, ni une grande santé. Et c'était ce qui est considéré comme son premier texte, même si Sandrars laisse s'entendre qu'il a écrit avant un texte qui s'appelle La légende de Novgorod, qui a priori n'est pas vrai, puisque ce serait une légende, pour le coup. D'où la richesse de Sandrars, c'est qu'on croit qu'il a écrit... Enfin, il nous dit qu'il a écrit beaucoup plus de textes qu'il n'aurait vraiment écrit. Et il y en a qu'on cherche toujours, mais qu'il a priori jamais écrit. Et donc ce texte est très très beau. Il y a notamment ce passage où là on voit bien le rapport de Sandrars à l'écriture, qu'il a un côté un peu trappiste à se mettre dans sa chambre en exil. Il disait qu'écrire c'était les travaux forcés et qu'écrire c'était abdiquer. J'aime beaucoup cette phrase. Et là il dit « Je suis comme ce bon moine, ce soir je suis inquiet. Dans la chambre d'à côté, un être triste et muet attend derrière la porte, attend que je l'appelle. C'est vous, c'est Dieu, c'est moi, c'est l'Éternel. » Et un peu plus loin, parce que je ne peux malheureusement pas tout lire. Il laisse tomber le masque d'angoisse qui m'étreint. Faites, Seigneur, que mes deux mains appuyées sur la bouche n'y lèchent pas l'écume d'un désespoir farouche. Je suis triste et malade, peut-être à cause de vous, peut-être à cause d'un autre, peut-être à cause de vous. Seigneur, la foule des pauvres pour qui vous fîtes le sacrifice est ici parquée, tassée comme du bétail dans les hospices. D'immenses bateaux noirs viennent des horizons et les débarquent pêle-mêle sur les pontons. Il y a des Italiens, des Grecs, des Espagnols, des Russes, des Bulgares, des Persans, des Mongols. Ce sont les bêtes de cirque qui sautent les méridiens, on leur jette un morceau de viande noire, comme à des chiens. C'est leur bonheur à eux que cette sale pitance. Seigneur, ayez pitié des peuples en souffrance. Seigneur, dans les ghettos grouille la tourbe des Juifs, ils viennent de Pologne et sont tous fugitifs. Je le sais bien, ils t'ont fait ton procès, mais je t'assure, ils ne sont pas tout à fait mauvais. Ils sont dans les boutiques sous des lampes de cuivre, vendent des vieux habits, des armes, des livres. Rembrandt aimait beaucoup les peindre dans leurs défroques. Moi, ce soir, j'ai marchandé un microscope. Hélas, Seigneur, vous ne serez plus là après Pâques. Seigneur, ayez pitié des Juifs dans les baraques. Voilà, ça c'est le premier. Bon, c'est des extraits complètement... Mais ça se prête bien, Sandrars, ça, des extraits. Voilà.
Ça, c'est les extraits de Pâques à New York, qui est un texte qui date de 1912, je crois, qu'il a écrit dans une sorte de fulgurance. Voilà. Et après, le plus connu, c'est la prose du Transsibérien. En fait, Sandrars a dit, a raconté, a imaginé qu'il avait, ou en tout cas peut-être qu'il l'a vraiment fait, mais il y a cette très belle phrase. Quelqu'un lui a dit est-ce que vous avez vraiment pris le Transsibérien? Il répond qu'importe, puisque je vous l'ai fait prendre. Et cette phrase est trop magnifique. Donc on ne sait pas s'il a vraiment pris le Transsibérien, mais c'est pas important. L'important, c'est qu'il a écrit un texte qui s'appelle La prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, dans lequel il raconte, alors qu'il est adolescent et qu'il a fugué, selon ses mots, de sa famille en Suisse, il raconte qu'il arrive en Russie par le Transsibérien et qu'il serait allé jusqu'aux confins de la Chine. Et ce texte est très connu, il commence par « En ces temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Et je n'avais pas assez de 7 gares et de 1003 tours. Car mon adolescence était alors si ardente et si folle que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. » Voilà, après ça continue. Malheureusement, il faut que je parle de Bourlinguet après, donc... Il y a des choses magnifiques dans la prose du Transsibérien. Notamment ce passage dans lequel on entend vraiment le rythme du train, l'espèce de cadence infernale du Transsibérien. C'est juste après. Pourtant, j'étais fort mauvais poète. Je ne savais pas aller jusqu'au bout. J'avais faim. Et tous les jours, et toutes les femmes, dans les cafés et tous les verres, j'aurais voulu les boire et les casser. Et toutes les vitrines et toutes les rues, et toutes les maisons et toutes les vies, et toutes les roues des fiacres qui tournaient en tourbillon sur les mauvais pavés, j'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaive, et j'aurais voulu broyer tous les os. Et arracher toutes les langues, et liquéfier tous ces corps étranges et nus sous les vêtements qui m'affolent. Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la Révolution russe. Et le soleil était une mauvaise plaie qui s'ouvrait comme un brasier. En ces temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de ma naissance. J'étais à Moscou où je voulais me nourrir de flammes et je n'avais pas assez de tours et de gares que constelaient mes yeux. En Sibérie tonnait le canon, c'était la guerre, la faim, le froid, la peste, le choléra, et les eaux limoneuses de l'amour charriaient des millions de charognes. Dans toutes les gares, je voyais partir tous les derniers trains. Personne ne pouvait plus partir car on ne délivrait plus de billets. Personne ne pouvait plus partir, car on ne délivrait plus de billets, et les soldats qui s'en allaient auraient bien voulu rester. Un vieux moine me chantait la légende de Novgorod. La légende de Novgorod, c'était le texte dont je te parlais tout à l'heure, qui aurait été un texte écrit par Sandrars. Et récemment, il y a eu cette affaire très drôle où un homme a prétendument retrouvé la légende de Novgorod dans un marché aux puces, je crois, dans une couverture qui n'était pas le bon texte. Et il a retrouvé ce texte écrit directement en russe. Et il a dit voilà, c'est la légende de Novgorod, c'est le texte qu'on cherche, que Sandrars a écrit, et il fait référence à ce texte dans plein de ses œuvres. Et en fait, il y a une jeune étudiante qui a prouvé que c'était pas vrai, parce que le texte qu'on avait retrouvé n'était pas écrit avec les bons caractères. C'était une police qui n'existait pas à l'époque où Sandrars avait écrit. En plus, c'était une impression qui allait pas, etc. Sauf qu'entre-temps, le texte avait été acheté par un collectionneur qui pensait vraiment que c'était la légende de Novgorod, et la BNF n'avait même pas eu le temps de l'authentifier. Donc il y a eu un peu toute cette espèce d'effervescence autour de Sandrars qu'on redécouvre. Et finalement, c'était un faux, mais un faux très bien fait, et un faux très intéressant. Pour comprendre à quel point il a mis une claque à la poésie. Il y en a plusieurs qui bien. Mais écoute, celui-là, il est très beau. Île où l'on ne prendra jamais terre. Île où l'on ne descendra jamais. Île couverte de végétation. Île tapie comme des jaguars. Île muette. Îles immobiles. Îles inoubliables et sans nom. Je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous. Voilà, c'est un texte qui m'amuse. Et il y en a beaucoup des textes qui m'amusent chez Sandrars, parce que c'est un auteur qui est très drôle. Il a un côté un peu compère, qui ne s'est jamais refusé de vivre et qui n'a jamais cessé cette espèce de flot continuel qui était la vie, même s'il a toujours énormément travaillé. Et comme il le dit si bien, dans ses correspondances, je crois que c'est Jacques-Henri Lévesque qui était un de ses correspondants épistolaires de longue date. Il disait qu'il n'avait jamais pris une seule journée de vacances de toute sa vie. Mais qu'en même temps, il avait toujours été en vacances toute sa vie. Et je trouve cette phrase très, très belle pour en écrire. Voilà. Donc il y a des centaines de beaux poèmes vraiment magnifiques. Et celui dont je te parlais tout à l'heure, il s'appelle « Tu es plus belle que le ciel et la mer ». Et celui-là, je pense que tout le monde devrait l'apprendre. Voilà. Je le connais, mais je vais le lire parce que si j'oublie un truc après, ce ne sera pas édité et je m'en voudrais toute ma vie. Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton ami, quitte ton amante, quitte ton amant.
Quand tu aimes, il faut partir. Le monde est plein de nègres et de négresses, de femmes et des hommes et des femmes. Regarde les beaux magasins. Ce fiacre, cet homme, cette femme, ce fiacre. Et toutes les belles marchandises. Il y a l'air, il y a le vent, les montagnes, l'eau, le ciel, la terre, les enfants, les animaux, les plantes et le charbon de la terre. Et le charbon de terre. Apprends à vendre, à acheter, à revendre. Donne, prends, donne, prends. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmoie pas en souriant, ne te niche pas entre deux seins, respire, marche, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde, je vois la bouche que je connais, la main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde entier est toujours là, la vie pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie, je descends juste de la bascule, je pèse mes 80 kilos. Je t'aime. Voilà, ça s'appelle Tu es plus belle que le ciel et la mer, mais il est souvent résumé à Quand tu aimes, il faut partir. Récemment, j'ai quelqu'un qui avait complètement mal interprété ce poème et qui m'a dit c'est nul. Enfin, qui avait mal interprété, je sais pas si je suis garant d'une interprétation plus juste, mais en tout cas, ça m'a étonné. Il m'a dit c'est nul ce poème, c'est un type qui arrive pas à se fixer, qui arrive pas à avoir des choses concrètes. Quand tu aimes, il faut partir, tu vois, c'est... le type, il est pas capable de rester... il fuit en fait toujours, il se fuit un peu lui-même. Il sait où il va, il sait pas trop ce qu'il cherche, etc. Et en fait, pour moi, au contraire, c'est le poème d'une sensibilité extrême. Quand tu aimes, il faut partir, sous-entendu pour ne pas être déçu. Parce que quand tu aimes, il y a ce moment où d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, ça casse, il y a une fêlure, et lui, il ne veut pas assister à cette fêlure. C'est ouvert à l'interprétation. Bourlinguer. Je lis des passages de Bourlinguer qui m'amusent. C'est un texte très drôle, en fait. C'est très drôle, et il y a des énumérations sur plusieurs pages qui vont noyer tout d'un lecteur, qui vont le plonger dans le monde et au cœur du monde, qui vont le plonger dans une espèce de suite qui est magnifique. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous lire un texte de Bourlinguer, une partie de Bourlinguer, qui s'appelle Toulon, de mémoire. Oui, c'est Toulon que je vais vous lire. Toulon, le Oda. Comme j'ai eu 27 domiciles en France, j'ai eu fatalement, comme tout le monde et comme il se doit, moi aussi un foutoir à Toulon. Je payais 800 francs par an le loyer de cette chambre haut suspendue. La fenêtre donnait sur la darse. Il y avait pour 4 sous de meubles. Cela se composait d'un carré salle à manger, d'une alcôve avec un vaste et profond divan où l'on pouvait se perdre à trois, d'une cuisine grande comme une coquille d'œuf et d'un appareil à douche. Mais comme il n'y avait pas d'eau à l'étage, un matelot allait l'acquérir à la borne fontaine de l'Arsenal. Je n'ai rien à raconter de cette chambre où il ne m'est jamais rien arrivé d'autre que d'y faire occasionnellement l'amour, et des amis qui débarquaient des grandes automobiles de Paris et qui avaient le mot de passe allaient prendre la clé chez la concierge. 9 fois sur 10, je n'y étais pas. Et monter également pour y faire l'amour, et eux non plus ne m'ont jamais rien raconté de particulier sur cette chambre. Mais il leur est arrivé, à Paris ou ailleurs, quand je les rencontrais, de me présenter à leur compagne, maîtresse ou légitime. Alors, je devinais à la façon dont la femme me dévisageait qu'elle pensait à ma garçonnière, bien sûr, pas au divan, mais à ma cave à liqueur qui lui avait fait tourner la tête et qui était toujours aussi bien garnie que celle d'un corsaire de retour des îles. Les liqueurs exotiques sont une excuse. Le Oda. Le Oda parce que le divan avait le mouvement et le ressort d'un éléphant qui se relève brusquement et vous fait chavirer comme une barque. Aucune dame ne m'a jamais demandé de qui je tenais ce meuble extraordinaire et quasi vivant. Je louais la chambre à un amiral. Mais peut-on compromettre un amiral ? Quand Jules Verne voulait se moquer d'un marin, il le juchait avec humour à dada sur un âne, un mulet, une rosse de louage, mais jamais sur un éléphant, même mécanique, et jamais le personnage qui tombait de selle ou qui se cramponnait à la crinière de sa monture pour ne pas être désarçonné par un temps de galop ne dépassait le grade de capitaine au long cours ou de commandant d'embarcation. Puis-je me moquer d'un amiral qui se trouvait dans la nécessité de me sous-louer, entre 1936 et 1939, un dos d'éléphant à ressort grinçant, le malheureux. Toulon. Toulon est noyé comme dans un rêve d'opium. C'est une sorte de tragédie. Il n'y a pas de souvenirs qui tiennent. Adieu, belles estivantes et jeunes fous. Et vous, garçonnes aux pieds marins, qui vous laissiez désarçonner d'impromptu par la volupté. C'est un texte que je trouve extrêmement touchant parce que, en fait, le narrateur revient... Enfin, pour le coup, vu que c'est censé être autobiographique, on pourrait presque dire l'auteur, mais je ne suis pas d'accord, donc je ne le dirai pas. Donc le narrateur revient à Toulon, et en fait, la flotte a été livrée... Enfin, Toulon n'est plus rien, quoi. Toulon, c'est pendant la guerre, ils ont livré tous les bateaux, il n'y a plus grand-chose. Et donc lui, il revient à Toulon et il constate que tout ce qui existait en souvenir, il n'y a pas de souvenirs qui tiennent. Adieu, belles estivantes et jeunes fous. Il se rend compte que la ville qu'il aimait a été complètement détruite, livrée, pillée pendant la guerre.
et il en est déçu. Il y a aussi ce passage très drôle dans Paris-Port-de-Mer. Paris-Port-de-Mer, c'est un texte complètement dément dans lequel Sandrard s'imagine qu'on va construire un port sur la mer à Paris. Et en réalité, c'est surtout l'occasion pour lui de faire en sorte que ce livre rayonne autour de tous les ports de son enfance, mais qu'il termine à Paris. C'est-à-dire qu'il commence à Venise avec des livres, il commence à Venise dans la bibliothèque de la place Saint-Marc, et il s'achève à Paris-Port-de-Mer, dans une librairie. Et donc il y a ce passage qui est magnifique. Que de livres, que de livres. Il passe plus de livres dans les boîtes des quais qu'il ne coule d'eau sous les ponts de Paris. C'est décourageant. Des esthètes imbéciles demandent s'il faut brûler le Louvre. Ils le demandent par envie, par jalousie, pour faire de la place, pour y entrer de leur vivant. Car ce sont tous, il suffit de voir les signatures au bas de leur bruyant manifeste pour être fixés, ce sont tous d'ignobles ratés de la peinture. D'ailleurs, comme ils sont fort bien renseignés sur la valeur des tableaux anciens, tous s'empresseraient de liquider ces tableaux au marché noir et de faire de l'argent avant de faire le vide. Brûler le Louvre, moi, je veux bien, mes enfants, si c'est un feu de joie, mais patientez, attendez les premières bombes atomiques qu'on nous promet et qui nous feront passer le rire en vous déchaussant les dents et ne laisseront à bord de la nef Paris, si sa fière devise flotte toujours à la pomme du mât, qu'un équipage de chiens misérables frappés d'un mal mystérieux, 100 fois pire que le scorbut. Il y a énormément de choses à dire sur ce passage, si ce n'est que il y a un autre texte de Sandrard qui est magnifique, qui s'appelle Moravagine, qui en fait Voyage au bout de la nuit avant Voyage au bout de la nuit, tous les thèmes y sont dedans. Il y a l'expérience médicale, la psychiatrie, il y a aussi le début d'antisémitisme à l'époque déjà, que Sandrard voit. Il y a aussi le voyage en Afrique et en Amérique, enfin tout est magnifique dans ce texte. Et il y a ce passage dans lequel il imagine la bombe atomique, absolument avant la bombe atomique. Et il dit, voilà, c'est une bombe qui détruira la matière, etc. Et quand la bombe atomique a vraiment eu lieu, Sandrard a cette phrase dans une correspondance où il dit, voilà, en fait, je ne veux pas être prophète, mais j'avais vu malgré moi quelque chose que j'aurais préféré ne pas imaginer, en gros. Voilà. Un auteur visionnaire, donc. Et je vais vous lire cette phrase que je t'ai lue tout à l'heure, que je trouve géniale. C'est le portrait d'une tenancière de bordel. Rige était une poufiasse, une femme tonneau qui devait peser dans les 110, 120 kilos. Je n'ai jamais vu un tel monument de chair croulante, débordante. Elle passait sa journée et sa nuitée dans un fauteuil capitonné, fabriqué spécialement pour elle et qu'elle ne cessait d'ornementer, d'enrubanner, lui tressant des faveurs, des nœuds, des lacets d'or et d'argent. Voilà, tout est très beau, c'est un livre... enfin, tout est très beau. Tout ce qui n'est pas très beau rend le texte encore plus beau, je trouve. C'est un livre sur l'aventure, c'est un livre sur la vie marine, c'est un livre sur un homme qui a passé beaucoup de temps dans des livres, mais qui n'en oublie pas de savoir vivre, qui n'en oublie pas de savoir boire des coups avec le peuple, auquel il s'attache définitivement, qui n'en oublie pas ce langage, ces deux métiers un peu des gens qui ont appris à faire les choses par le geste directement et qui du coup ont tout un jargon, tout un lexique. Un texte dans lequel il y a beaucoup de mots de métiers, dans lequel il y a un gros vocabulaire de marine et en même temps il fait allusion à plein de choses, à la Bible. Il y a un passage qui est très touchant dans lequel il essaye de se... En fait, c'est un texte qu'il a écrit à l'approche de la soixantaine, alors qu'il se sentait peut-être un peu faiblissant, en proie à des usures nouvelles. Et il a écrit ce texte dans lequel il essaye de se toiser. Il dit « Aujourd'hui j'ai 60 ans », enfin je pourrais te le retrouver. Il essaye de s'approcher, de se définir, de se donner, parce que l'exercice quand même est censé être des mémoires à la base, c'est ce qu'il fait croire, même si c'est qu'un prétexte. Et en même temps, c'est des mémoires dans le sens où il se crée dans son œuvre tel qu'il veut qu'on le connaisse. Et dans ce texte, il essaye de se toiser sous les péchés capitaux, la gourmandise, l'avarice. C'est génial, c'est magnifique. Ah si, il y a ce passage absolument génial. Il est à Anvers, et il raconte qu'en fait, un ami l'a plus ou moins arnaqué, et il est parti avec ses malles de livres, parce que Sandrard saurait voyager dans le monde entier avec des malles extrêmement lourdes de livres, et notamment une édition originale, je crois, de François Villon. Donc voilà, tu vois le type qui voyage bien. Et il y a ce personnage qui s'appelle Corsaco, qui est une sorte d'arnaqueur avec lequel ils vont au restaurant. Et c'est des dialogues... Pour le coup, les dialogues sont très populaires, hein, tu vois. Il y a plusieurs dialogues. Il y a les dialogues avec Corsaco à Anvers. Il y a le dialogue avec un jeune... parce qu'il y a une grosse partie de ce texte se passe dans des paquebots, enfin, voilà, quoi, sur la mer. Et alors ça va de l'embarcation très légère de Papadakis jusqu'au gros paquebot. Et donc il y a ces dialogues avec le personnel d'équipage, avec les capitaines qui sont géniaux et qui montrent que
Je pense qu'il a vraiment vécu une grosse partie de ce qu'il rend, ou en tout cas ce qu'il a vécu lui a permis définitivement de parler de ce qu'il apporte. Il parle du bar des faux monnayeurs. Enfin, il parle aussi de tout le Paris littéraire. On voit un peu poindre, tu vois, au début des années 50, parce que c'est un texte qui était publié en 1948. Et il parle de sa relation avec Picasso, avec plein d'artistes de son temps, donc de Delaunay en passant par Modigliani, en passant par Fernand Léger, Apollinaire, enfin tout ça. Et c'est jamais pour se vanter lui-même, au contraire, c'est plus pour montrer en quoi il met un pied dans ce milieu intellectuel et artistique. Il a vraiment des amitiés fortes dans ce milieu intellectuel et artistique, mais finalement, c'est pas sa place. Lui, sa place, c'est sur les bateaux, c'est au cul d'un train, c'est dans une Alfa Romeo qui conduit à une seule main et où il va beaucoup trop vite au Brésil. Il a écrit beaucoup sur le Brésil, des textes magnifiques. Notamment celui-là que j'aime beaucoup, avec des photographies de Jean Mazon, qui s'appelle « Le Brésil, les hommes sont venus ». Voilà, et qui contient des belles photos, alors qui est complètement annoté, mais qui contient des super belles... Je peux montrer là, ça marche là ? Qui contient des super belles photos, voilà. Qui a une espèce de petit folio avec un texte de Sandras qui est commenté. Il faut savoir que Sandras a fait beaucoup de reportages, il a fait beaucoup de chroniques de guerre, il crevait la dalle en fait, donc il a écrit des trucs dans tous les sens, des choses magnifiques et des choses... Il était correspondant aussi pour un journal, je crois que ça s'appelait Paris Soir, et ça, il y a un style un peu reporter du monde, c'est chroniqueur dans son écriture, qui ne doit pas cacher qu'en fait derrière il y a un vrai artiste. Parce que parfois les gens le lisent en disant ouais, il y a un truc populaire, il y a un truc un peu à l'arrache, tu vois, t'as l'impression qu'il relit pas ses textes et tout. En fait non, c'est un grand artiste. Et il sait exactement ce qu'il fait et il a une mémoire colossale, il invente beaucoup aussi quand il faut. Voilà, et si tu lis ses correspondances, tu hallucines de tout ce qu'il a lu, de tout ce dont il parle, de tous les textes qui l'ont influencé, qui sont parfois des textes qui sont plus du tout lus aujourd'hui, comme je pense à Rémi de Gourmont, qui est un auteur que j'aime beaucoup aussi, qui a écrit le latin mystique, qui a écrit Sixtine. C'est un auteur qui est plus trop lu et que Sandras a adoré, tant et si bien qu'il en parle dans tous les livres qu'il écrit. Voilà. La patristique aussi, je parlais tout à l'heure. Enfin, il y a énormément d'influences qui ne vantent pas, mais qui le façonnent, je pense. Quelqu'un qui a du mal à se mettre à la lecture, lisez L'Or. L'Or, je dois l'avoir là si je ne l'ai pas offert, mais je crois que je l'ai offert. Oui, j'en ai un quelque part qui traîne. L'Or, c'est un très court texte de Blaise Sandras, dont je parlais tout à l'heure, qui est magnifique, qui se lit très très bien. Et quelqu'un qui a du mal à se mettre à la lecture, mais juste en fait, il faut lire plein de choses différentes, et pas forcément des choses qu'on vous recommande sous prétexte qu'elles sont bonnes pour vous. Lisez à voix haute, lisez dans des endroits auxquels... Lisez pas derrière un bureau si vous avez du mal à vous mettre à la lecture. Enfin, moi je lis un peu partout, mais derrière un bureau, c'est pas la même lecture. Derrière un bureau, on lit avec un stylo. Enfin, se mettre à la lecture, t'as l'impression que c'est un peu une condition dans laquelle tu rentres, alors que non. Enfin, je pense qu'on est tous un peu lecteurs. La question, c'est lecteur de quoi ? Et bah du coup, je pense à certains textes. Récemment, il y a un homme qui est mort. Ça m'a bouleversé. Tu connais Arto Paasilinna ? Récemment, Arto Paasilinna est mort. Et il a écrit ce texte qui s'appelle Le lièvre de Vatanen, en français bien sûr, parce que voilà, c'est un Scandinave. C'est un Finlandais, je crois. Et ce texte est extrêmement drôle, et je pense qu'on peut le recommander à beaucoup de gens. C'est pas de la merde. C'est un beau texte. Extrêmement drôle, vraiment. C'est un très beau texte. Ça fait partie des trucs que tu peux lire quand tu... Mais en fait, le truc, c'est que les gens qui sont pas encore mis à la lecture, c'est parce qu'ils ont forcément des centres d'intérêt, tu vois. Je sais pas, tu peux aimer faire des feux. Par exemple, un homme qui aime faire des feux, eh ben, il devrait se dire, tiens, si je lisais, je sais pas, Jack London, le feu, ou alors Gaston Bachelard, tu vois, là je l'ai là, la psychanalyse du feu, tu vois, ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, on a tous des centres d'intérêt, ce qu'il faut, c'est lire. Voilà, ma bibliothèque est tellement pleine que je n'arrive pas à la rendre. Voilà. On a tous des centres d'intérêt, et ce qu'il faut, c'est lire des choses qui nous plaisent à partir de là. Après, il y a des choses qui sont très bien, notamment les folios 2 €, c'est bien, si t'aimes pas lire au début. T'achètes des folios 2 €, c'est des extraits choisis, ça fait un petit côté pot pourri, tu sais. On prend que des petits morceaux, mais c'est bien, folio 2 €, j'aime bien. Saint-Exupéry, non mais ça c'est déjà dur, Saint-Exupéry, on en a souvent fait un truc en mode Saint-Exupéry, c'est easy, ça se lit à tous les âges et tout, ce qui est vrai, mais ça doit pas empêcher que c'est une œuvre extrêmement violente. Comme L'étranger, tu vois, tu lis L'étranger au collège, enfin... Moi ça me choque, en même temps c'est super, mais en même temps ça me choque parce que du coup les gens l'assimilent, tu vois, en se disant un texte abordable et tout.
Oui, en fait, enfin, lisez tout, quoi, des BD, des documents. Moi, je lis souvent des revues scientifiques, des trucs de philo, des... Là, j'ai un truc sur l'intelligence artificielle hier. Et ça m'a fait rire. Là, j'ai arraché une page, parce que j'arrache toujours... Enfin, non, j'arrache pas toujours des pages, mais je fais les choses mal. Et voilà, et en fait, ça s'appelle Ceci est un hélicoptère. Et ils se rendent compte que si tu changes un pixel d'une image, et ben, l'intelligence artificielle, elle devient folle. Un pixel. C'est bon.